Il y a des histoires qu'on préfère oublier, des événements enfouis dans le silence, cachés entre les murs d'une vieille maison ou dissimulés dans les bois qui bordent un village oublié. Mais ce soir, ces histoires vont vous revenir. Elles sont vraies, elles sont glaçantes et elles vous hanteront longtemps après la fin. Bienvenue sur Nuit d'horreur. Installez-vous confortablement, voici 3 récits réels, réécrits pour mieux vous faire frissonner. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui va suivre. Je m'appelle Evan, j'ai 28 ans et ma vie a récemment pris un virage brutal. Après un divorce aussi amer que silencieux, je n'avais plus nulle part où aller. Sans économie solide ni amis proches dans les grandes villes, je me suis résigné à revenir dans un endroit que j'avais presque oublié. La vieille maison de mon grand-père, perdue dans les bois, à une dizaine de minutes du petit bourg de Chatham en Alabama. Un lieu figé dans une autre époque. La bâtisse nous appartenait depuis des générations et quand mon grand-père est décédé quelques années plus tôt, il nous en avait laissé les clés. Un dernier cadeau pour ceux qui lui survivaient. Ni mes parents ni moi ne l'avions touchée depuis. Et pourtant, elle m'attendait, fidèle et immobile, plantée au cœur d'un terrain de 10 acres, encerclée d'une mer d'arbres. Un isolement absolu. Je pensais que ce silence me ferait du bien. La maison était vieillotte mais robuste, bâtie en bois ancien qui gémit sous les pas. Les planchers grinçaient avec un soupir à chaque déplacement, les portes collaient comme si elles résistaient au passage du temps. Et malgré les radiateurs soufflant à pleine puissance, le froid semblait ancré dans les murs, comme si quelque chose refusait de partir. Mais elle était gratuite. Et moi brisé et sans option. Les premiers soirs passèrent sans histoire. J'ai déballé mes quelques cartons, nettoyé les coins oubliés et me suis offert de longues soirées sur le porche, une bière à la main, écoutant le vent jouer dans les branches. Aucun bruit de voiture, pas de voisins bruyants, juste le murmure des bois et parfois le cri lointain d'une chouette. C'était exactement ce que je croyais vouloir. Mais tout a changé au 7e soir. Il était un peu après minuit. Je venais de me glisser sous les couvertures, prêt à m'abandonner au sommeil, quand un bruit étrange a percé le silence. Un sifflement, lent, déstructuré, faux. Ce n'était ni un air connu, ni une mélodie indéfinible. Juste une série de notes hésitantes, comme soufflées par quelqu'un marchant quelque part dans les bois derrière la maison. Mon cœur s'est resserré. J'ai d'abord pensé à un chasseur égaré, ou un voisin un peu éméché. Mais le lendemain, le sifflement revint. Même heure, même air dissonant. Mais plus proche, je suis sorti du lit, j'ai allumé le porche, puis fouillé les alentours à la lampe torche. Rien, aucun mouvement, aucune trace, seulement ce sifflement qui se perdait dans l'obscurité, s'éloignant lentement. Cela a continué, chaque nuit, toujours à la même heure, entre 1h15 et 1h19 du matin, comme une horloge macabre. Je commençais à penser que quelqu'un me surveillait, que c'était délibéré. J'ai fini par appeler le bureau du shérif. Un vieux adjoint, que j'appellerais le député H, est venu sur place. Un homme qui portait sur son visage les marques du temps et des silences accumulés. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis après un long moment, il a dit, d'une voix basse, « Ton grand-père », il appelait souvent pour la même chose. Quelqu'un sifflait autour de la propriété, toujours au printemps. On n'a jamais rien trouvé. Je pensais que c'était l'âge, tu sais. Mais maintenant, toi aussi, tu l'entends. J'ai blêmi. Mon grand-père, il avait entendu les mêmes choses et personne ne me l'avait jamais dit. Le député H m'a conseillé de verrouiller toutes les portes et de ne pas sortir après la tombée de la nuit. Je l'écoutais déjà, mais le sifflement, lui, se rapprochait. Une nuit, je l'ai entendu derrière le cabanon, fort proche, trop proche, trop proche. Je me suis approché de la fenêtre, lampe en main, l'œil collé au store. Rien, mais je savais qu'il était là. Quelqu'un était là. Le soir suivant, il venait du porche, juste devant la porte. 3 longs sifflements, puis le silence. Et puis il y eut cette nuit où le sifflement venait de sous mes pieds. Du vide sanitaire, juste en dessous, je l'ai entendu passer par les grilles d'aération comme un souffle fantomatique venant des entrailles de la maison. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, poussé par une terreur croissante, j'ai fouillé le grenier. Parmi les poussières et les souvenirs oubliés, j'ai trouvé une boîte de vieux journaux de mon grand-père. Et là, dans ces pages jaunies, il en parlait. Du sifflement, il l'avait entendu chaque printemps pendant plus de 10 ans.
toujours quand il était seul, après la mort de ma grand-mère. Il notait avoir passé des nuits entières, assis dans le salon, son vieux fusil en travers des genoux, guettant les bruits. Il pensait qu'un homme rôdait autour de la maison. Il ne savait pas qui, ni pourquoi. Je rappelais le député H. Il lutte les journaux, le visage crispé. « Si tu entends frapper, Evan, n'ouvre pas. Même si la voix t'est familière, n'ouvre jamais. » Cette nuit-là, j'étais prêt. Fusil sur les genoux, les lumières allumées, et à 1h17, comme annoncé, le sifflement recommença. Mais cette fois, pas dehors, dans le couloir, dans la maison. Je me suis figé. La lumière du couloir était éteinte. Les notes grinçantes flottaient, portées par une respiration humaine. Étape après étape, elle se rapprochait. J'ai levé mon fusil, les bras tremblants. « Qui est là ?» Silence. J'ai allumé la lumière. Rien. Le sifflement s'était évaporé dans l'air. Cela faisait 2 nuits que je n'avais plus rien entendu. Le silence était presque plus angoissant encore. Mon corps était vidé, mon esprit rongé par l'angoisse. Et puis à la 3e nuit, quelque chose changea. À 1h17, je fus réveillé par un bruit sourd. 3 coups, lents mesurés, à la porte arrière. Puis plus rien. Je restais allongé, chaque muscle tendu, un craquement au sol. Quelqu'un marchait dans le couloir. La lumière du couloir s'éteignit. Je pris mon fusil et ouvris doucement la porte de ma chambre. Et là, à l'autre bout du couloir, quelqu'un se tenait debout. Une silhouette immobile, vêtue de noir, le visage pâle, figé, sans expression. Les yeux me fixaient, mes mains tremblaient. J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche. « Ne bouge pas !» La silhouette leva lentement une jambe. Elle s'apprêtait à courir. « Stop !» Elle s'élança dans le couloir. Ses pas frappaient le plancher, puissants, déterminés. Elle traversa la maison, ouvrit la porte d'entrée et disparut dans la nuit. Je sortis en hurlant et je tirai, pas en l'air, dans l'obscurité, espérant, sans trop y croire, toucher quelqu'un. Je verrouillai tout, montai dans mon pick-up et dormis en ville. Le lendemain, le député H retourna sur les lieux. La porte d'entrée était ouverte. Rien n'avait été volé. Mais quelqu'un avait une clé. J'ai changé les serrures le lendemain même, pas par prudence, par nécessité vitale. Le député H m'avait jeté un regard lourd de non-dit en quittant la maison ce matin-là, et je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Il n'était pas du genre à croire aux fantômes. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait lu dans les journaux de mon grand-père, cela lui suffisait. Quelqu'un rôdait ici, depuis des années. Je me suis donc rendu dans une quincaillerie de Chatham, les nerfs à vif, les mains tremblantes. En rentrant, j'ai changé tous les verrous, portes, fenêtres, cadenas du cabanon, tout. Puis, sans un regard en arrière, j'ai fait mes valises et suis parti chez mes parents, dans un autre état. On a vidé la maison des affaires sentimentales. Les albums photos, les journaux, quelques babioles de mon grand-père. Le reste fut laissé sur place ou vendu. Je n'y suis jamais retourné. Et pourtant, quelque chose me ronge encore. Un vertige lancinant. Qui était cette personne? Comment avait-elle une clé? Pourquoi cette obsession avec cette maison? Pourquoi uniquement au printemps? Et pourquoi le sifflement? Je suis aujourd'hui installé en ville. Un appartement modeste avec des voisins de chaque côté. Le bruit constant de la circulation me berce. Les murs sont fins, les lumières jamais vraiment éteintes. Et je préfère ça, 1000 fois. Je ne dormirai jamais plus dans le silence absolu. J'avais 7 ans. Un gamin un peu idiot mais curieux. J'ai grandi dans un tout petit village rural où la population ne dépassait pas les 90 âmes. Là-bas, tout le monde connaissait tout le monde jusqu'aux plaques d'immatriculation. C'était un univers simple, serein en apparence. Ce jour-là, Juliane, mon meilleur ami, et moi mourions de soif sous la chaleur suffocante d'un été brûlant. Une canette de Coca-Cola, voilà tout ce que nous voulions. Mais il nous manquait quelques pièces. Nous n'osions pas demander à nos parents. C'est alors qu'une vieille dame du quartier nous interpella. Elle préparait un thé à la menthe pour son anniversaire et manquait justement de feuilles. Si on en remplissait 2 sacs plastiques, elle nous offrirait autant de soda qu'on voulait. Le marché était clair, l'objectif simple, ou du moins c'est ce que nous pensions. Nous avons marché longtemps. La chaleur nous mordait la nuque, la sueur nous collait les vêtements. Mais rien, pas de menthe en vue. C'est à ce moment-là que 2 garçons sont apparus, sortis de nulle part. Ils étaient grands pour nous, probablement pas plus de 17 ans, et portaient tous 2 des vêtements noirs, des sweatshirts à capuche malgré la chaleur, des pantalons serrés.
le visage caché dans l'ombre. Le plus étrange, leur voix, douce, enfantine, presque rassurante. Trop. Vous êtes seuls, les enfants. Julian m'a jeté un regard inquiet. Il m'a fait un petit signe discret de la main que je n'ai pas compris sur le coup. Il voulait qu'on parte, mais j'ai répondu bêtement. On cherche de la menthe. Vous savez où on peut en trouver. L'un d'eux a esquissé un sourire étrange, un sourire qui me glace encore aujourd'hui. Il s'est accroupi et a posé sa main sur ma tête. Julian l'a immédiatement repoussé, l'air paniqué. « Qui sont vos parents » demanda-t-il sèchement. Dans notre village, cette question voulait dire « À quelle famille appartenez-vous » C'était notre façon de reconnaître les gens du coin. Mais les deux adolescents n'ont pas répondu. Ils ont simplement pointé un doigt vers la colline. Là-haut, il y a un champ plein de menthe. Venez, on vous montre. Cette colline, je la connaissais. J'y avais joué des dizaines de fois avec Julian. Il n'y avait jamais eu de menthe là-bas. Seulement des maïs, des vignes, quelques pastèques. Mais mon insouciance m'aveuglait. Je pris la main de Julian et les suivis. Erreur monumentale. À mesure qu'on montait, le village disparaissait derrière nous. Le chemin se rétrécissait. La forêt se refermait. Julian serrait ma main de plus en plus fort. Je sentais sa peur dans sa paume. Je commençais moi aussi à avoir froid. Un frisson me parcourut l'échine. « Où est la menthe » demandai-je. « Patience, petit. » C'est alors que Julian murmura dans mon oreille. « Cours !» Il m'a tiré d'un coup et s'est mis à détaler comme un fou, me tenant toujours par la main. Je n'ai pas posé de questions. Je courais pour ma vie. Les deux types ont crié derrière nous. Puis des pas, des bruits de course. Ils nous poursuivaient. Je pleurais en courant. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force de faire 2 kilomètres sans m'arrêter, mais je l'ai fait. Arrivés en vue du village, les deux hommes avaient disparu. La vieille dame nous a accueillis, effarés par notre état. Julian a tout raconté. Moi, je n'arrivais pas à parler. La dame le gronda, mais pas moi. Il a été puni 1 mois, et moi j'ai fait des cauchemars pendant des années. Je n'ai jamais su qui étaient ces deux types, mais aujourd'hui je crois savoir ce qu'ils voulaient, et j'en ai froid dans le dos. Quand j'étais petit, mes parents travaillaient sans relâche. 2 boulots chacun pour subvenir à nos besoins, à moi et à mon frère Cam, d'1 an mon aîné. Ils faisaient de leur mieux, mais cela signifiait qu'ils étaient rarement à la maison. Alors, comme beaucoup, ils finirent par embaucher une babysitter trouvée en ligne. Elle s'appelait Michelle, une jeune femme blanche d'environ 20 ans, souriante et dynamique. Rapidement, elle devint plus qu'une simple gardienne pour nous. Elle faisait partie de la famille. Michelle nous aidait à suivre nos cours en ligne, elle jouait avec nous, nous racontait des histoires, elle ne criait jamais, riait beaucoup et nous écoutait. On l'adorait, mais l'été arriva et mes parents décidèrent de lui offrir des vacances bien méritées. Après 5 mois passés à nous choyer, elle pouvait souffler un peu, seulement cela laissait mes parents sans solution, pas envie de chercher une autre personne de confiance. Alors ils optèrent pour la simplicité. Cam et moi irions passer l'été chez nos grands-parents au Texas. Nous avons fait la route un samedi matin. Pour mes parents, c'était un long trajet, mais pour moi, c'était une éternité. J'avais la nausée et je détestais être enfermé dans une voiture. Mais à notre arrivée, tout changea. La maison de mes grands-parents était un vrai paradis rustique. Un grand champ s'ouvrait devant nous et une forêt épaisse se dressait à l'arrière. Un peu à l'écart, un vieux bâtiment en bois, moitié grange, moitié atelier, accueillait des animaux, chèvres, poules, même quelques vaches. L'ambiance était chaleureuse, les rires résonnaient dans la cuisine où mamie préparait le dîner. Grand-père nous fit visiter le terrain, fier comme un coq. Et cette nuit-là, Cam et moi nous sommes endormis dans une chambre avec lit superposé et télévision, les yeux lourds mais le cœur léger. Du moins c'est ce que je croyais. Il était 2 heures du matin quand je me suis réveillé. Un bruit de pas, lent, lourd, sous ma fenêtre. Le volet était fermé, je ne pouvais rien voir, mais les pas continuaient, puis un cliquetis, un gémissement, quelqu'un essayait d'ouvrir la fenêtre. Je suis allé en courant réveiller mes parents, il y a quelqu'un dehors, mais ils n'ont pas vraiment écouté, fatigués, incrédulés. Mon père est quand même allé voir, rien, pas de traces, pas de silhouette. Ils ont dit que ça devait être un animal, peut-être avait-il raison, ou peut-être pas. Le lendemain matin, l'odeur du bacon et des pancakes me fit oublier mes peurs. Mes parents devaient repartir, alors on partagea un dernier petit déjeuner tous ensemble.
Puis ce fut l'heure des au revoir. Une fois partis, grand-père nous emmena nourrir les animaux. Je tenais la laisse de Cora, leur chienne fidèle, pendant que Cam ramassait du foin. Mais très vite, je remarquai que Cora refusait d'avancer. Elle fixait les bois. Je levai les yeux et je le vis, un homme grand, entièrement vêtu de noir. Il se tenait à moitié caché derrière un arbre, une main posée sur l'écorce comme s'il tentait de s'y fondre. Même de là où j'étais, je sentais qu'il me regardait. Je me retournai pour appeler grand-père, mais il était déjà loin avec Cam. Quand je revins sur place avec lui, l'homme avait disparu. Aucune trace, aucune explication. Probablement un cerf, dit grand-père, mais il ne le pensait pas vraiment. Je le vis dans ses yeux. La journée se passa malgré tout sans autre incident. On joua dans les arroseurs, on regarda un film, mamie nous fit un dîner mémorable. La routine était rassurante. Mais cette nuit-là, quelque chose de bien pire se produisit. Vers 1 heure du matin, je fus réveillé par un bourdonnement, une sorte de fredonnement. Quelqu'un chantait l'air du dessin animé que Cam et moi regardions avant de dormir, Cyber Chase. Ce n'était pas une coïncidence. Et cette voix n'était pas la mienne, ni celle de Cam, ni celle de mon grand-père. « Papy » appelai-je à travers la fenêtre. Le fredonnement cessa, un silence épais, glacial. Puis une voix, parfaitement imitable, « Et, c'est Papy, viens voir un truc cool dehors. » J'ai mis mes chaussures, encore à moitié dans le brouillard du sommeil. Dehors, la nuit était claire, les étoiles brillaient. Et là, juste sous ma fenêtre, un homme m'attendait. Il tendit la main. Je la pris, sa paume était jeune, trop jeune pour être celle de mon grand-père, mais je n'ai rien dit. Je le suivais, on avançait vers la grange. Je posais une question, pas de réponse. Je commençais à me raidir, à comprendre pourquoi mon grand-père serait-il dehors à cette heure-là, et surtout, avec une capuche, je regardais sa main. Elle était fine, tendue, jeune, et dans son dos, je vis le manche du nage dépassant de son pantalon. Je sentis mon cœur exploser dans ma poitrine. Puis une voix résonna derrière nous. « Et, t'es où ?» C'était le vrai Papy. L'homme tourna la tête, distrait. Et j'en profitais pour lui arracher ma main, reculer en courant, hurler, fuir vers la maison. Il ne m'a pas suivi, mais j'ai su, à ce moment-là, que j'étais passé à 2 secondes de disparaître. Les policiers arrivèrent vite, ils fouillèrent les environs, ils le trouvèrent caché dans un fossé, non loin. Il avait sur lui des objets volés dans la grange et une hache. Il s'appelait Dave, l'ex-petit ami de Michel. Il avait tout planifié, il savait que j'étais là, sans surveillance. Il voulait me kidnapper, me menacer pour faire pression sur Michel. Il disait qu'il ne voulait pas me faire de mal, mais ses intentions étaient claires. Cam et moi sommes repartis peu après. Michel fut renvoyé, et mes parents ont cherché un travail plus stable pour être plus présents. Je ne l'ai jamais revu, mais je n'oublierai jamais cette main tendue dans la nuit, ni cette voix mensongère, déguisée en amour. Evan a quitté Chatham, mais l'écho du sifflement continue de hanter ses nuits. Julian a peut-être sauvé une vie, mais il n'a jamais su qui étaient les 2 ombres dans les bois. Et cette main tendue sous les étoiles, elle aurait pu emporter un enfant. 3 histoires, 3 vérités, 3 cauchemars éveillés. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'étrange, si vous aimez les histoires vraies, sombres et viscérales, alors ne partez pas sans vous abonner. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez si votre cœur a raté un battement et partagez si vous avez survécu jusqu'à la fin. Nuit d'horreur, là où les récits prennent vie, même dans les ténèbres. À très bientôt, ou bonne chance pour dormir cette nuit.